grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. La visite de 2 jours du ministre russe des Affaires étrangères a pris fin mardi. Ce déplacement de Sergueï Lavrov s'inscrit dans le cadre du choix politique opéré par la transition, affirme le gouvernement malien. Il s'agit d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité. Mali-Russie, quel regard sur ce rapprochement? On en parle avec 2 invités. Cheikh Oumar Doumbia, politologue, professeur Mamadou Guissé, analyste et professeur à l'université de Bamako. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Je commencerai par vous, Cheikh Oumar Doumbia. Que dire de cette visite de Sergueï Lavrov au Mali, qui est une première? Déjà, la Russie, moi je le dis, aujourd'hui elle fait face à beaucoup de difficultés parce que ses clients naturels, qui sont ses voisins européens, ne sont plus en train de se fournir chez elle dû au conflit ukrainien. Donc la Russie est dans l'obligation maintenant de diversifier en tout cas ses liens commerciaux et ses liens d'affaires avec le reste du monde. Maintenant, ce qu'elle a à vendre de plus important, c'est sa défense, ses techniques de défense et son matériel militaire. Parce qu'au-delà de cela, la Russie ne s'est pas fortement industrialisée. Elle est restée dans l'économie tertiaire, dans la vente de matières premières. Donc aujourd'hui, pour pouvoir en tout cas acheter de la matière première ou acheter des armes, le meilleur client, c'est les Africains, c'est les États africains. Donc nous allons voir une Russie de plus en plus présente sur le sol africain et qui tend vers une collaboration beaucoup plus étroite avec les États africains. Et je pense que hier, le ministre Lavrov l'a même précisé dans son discours, parlant de plus de présence dans le Sahel et des discussions avec le Burkina et le Tchad. Donc réellement, la Russie est dans ce besoin et l'Afrique aussi pense et dit avoir besoin de la Russie, donc ce travail va se faire. Professeur Mamadou Guissé, quel est votre regard également sur cette visite de Lavrov au Mali? Merci, vraiment. Je crois que M. Doumbia vient de planter le décor en disant effectivement que la Russie est naturellement à la recherche de nouveaux partenariats. Mais je dirais que s'agissant du Mali, il ne s'agit pas plus d'un nouveau partenariat que de faire revivre un partenariat qui était déjà existant. Parce que si vous prenez l'exemple coopération Mali-Union soviétique de l'époque, véritablement l'Union soviétique a beaucoup fait pour le Mali et continue à le faire d'ailleurs. Et je crois que justement dans le contexte actuel, le Mali est non seulement obligé, forcé à rechercher de nouveaux partenariats, comme le président Assimi l'a dit, il faut respecter nos choix stratégiques, mais la Russie également est dans le besoin. Et donc, 2 nécessités se rencontrant, je crois que le besoin se fera beaucoup plus présent, plus renforcé, et naturellement, je crois que cela sera un partenariat gagnant-gagnant, dans la mesure où nous avons besoin de beaucoup de débouchés, beaucoup de soutien, et surtout un soutien à grande échelle, dans la mesure où nous nous sommes mis à dos un certain nombre de partenaires qui étaient nos soutiens naturels, mais la Russie également revient dans le giron dans la mesure où, depuis la lutte des indépendances jusqu'au soutien des pays du tiers-monde, la Russie a été toujours présente, même si elle était beaucoup plus discrète. Aujourd'hui, le contexte géopolitique est tel qu'il faut véritablement sortir de sa léthargie, se faire beaucoup plus présent mais beaucoup plus respecté et gagner beaucoup plus de parts dans le monde, et cela permettra effectivement de renforcer cette économie russe qui, comme M. Doumbia l'a dit, était déjà dans le tertiaire, donc il faut la développer autrement, et cela se fera peut-être avec de nouveaux partenaires. Alors, à l'entame de vos propos, vous disiez que ce n'est pas un nouveau partenariat, et j'aurais appris que du temps de Modibo également, il y avait un rapprochement entre le Mali et la Russie. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois on fait un éternel recommencement de ces choses-là aujourd'hui? Alors, vous savez, le monde est évolutif, puisque cette dynamique dans la recherche de nouveaux partenariats, de nouvelles solutions, de nouvelles perspectives, et la géopolitique mondiale est changeante et surtout complexe. Alors, dans le cadre du Mali, il faut se dire que nous avons été soutenus depuis le temps Modibo jusqu'au temps Moussa par l'Union soviétique. Je pense que M. Doumbia ne me démentira pas lorsque je dirais que
presque 60% des cadres du Mali ont été formés dans les pays de l'Est et plus particulièrement dans l'ex-Union soviétique. Et cela dans tous les domaines. Et d'ailleurs, moi qui suis devant vous, j'en fais partie. J'ai fait effectivement mes études jusqu'au master en Union soviétique. Et cela nous a permis effectivement non seulement de voir ces liens séculaires qui avaient existé, mais surtout de comprendre que oui, il n'y a presque pas de, disons, ils ne sont pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'hypocrisie dans ces relations qui avaient été développées. Et d'ailleurs, nous savons que sur le plan militaire également, le Mali a beaucoup bénéficié du soutien de l'ex-Union soviétique, mais l'avènement de la démocratie a mis un coup de frein et a donné une nouvelle orientation aux affaires politiques du Mali. Et cela pour des options que je ne pourrais dire ou pour des raisons que je ne pourrais dire. Mais on sait que dans tous les cas, à l'époque où le Mali était aligné de façon plus ou moins directe avec l'Union soviétique, le Mali était craint. Moi, je dis, j'ai fait le lycée à Sévaré à l'époque, et dans les années 84, on se rappelle que des MiG survolaient la zone de Mopti presque tous les jeudis. Et cela était vraiment avait un effet dissuasif sur nos partenaires et, disons, sur nos voisins. Mais aujourd'hui, vous avez la déliquescence que nous avons vécue a été de nature à nous ramener, c'est-à-dire un siècle en arrière. Lorsque je me suis posé la question de voir que le Mali, avant la démocratie, avait été sur tous les théâtres d'opération dans le cadre du maintien de la paix en Afrique, au Libéria, en Sierra Leone, au Soudan et tout le reste, et que le Mali faisait véritablement la force des forces africaines sur place. Et comment ce pays qui, d'un pays respectable et respecté, militairement fort et respecté, s'est trouvé dans cette déchéance et cette décadence. Aujourd'hui, donc, il faut vraiment refaire le plein pour que le Mali puisse retrouver sa puissance d'antan, et cela non pas parce que nous avons besoin de nous équiper militairement, mais parce que cela va de notre survie. Cheikh Oumar Doumbia, vous venez de l'entendre, et ce partenariat qui n'est pas nouveau, et en quoi c'est profitable à la Russie? Du moment où on voit qu'au-delà du Mali, Sergueï a fait une tournée presque africaine. On a vu qu'il est passé par le Caire, il est attendu également dans les prochains jours en Mauritanie, si je ne m'abuse pas. En quoi c'est profitable pour la Russie? Il existe une vérité toute simple. C'est qu'entre les puissances, il y a aussi souvent des questions de leadership. Et la Russie sait qu'aujourd'hui, en tout cas, l'OTAN, et ses alliés, c'est le bloc le plus nombreux au sein des Nations Unies. Donc, à chaque fois qu'il s'agira de voter déjà, l'OTAN va remporter les votes par le nombre. Donc, la Russie veut aussi un nouveau type de leadership, avoir le plus grand nombre de petits États à ses côtés. Ça, c'est quelque chose qui est important. L'autre chose que la Russie voudra certainement faire, et ça, je l'ai touché, c'est de dire que oui, nous avons du matériel militaire à vendre, vous faites face au terrorisme, nous allons vous vendre le matériel militaire. Mais pour nous, aujourd'hui, est-ce que c'est un partenariat qui a un avenir aussi fécond qu'on l'entend? Moi, j'en doute. J'en doute parce que les Russes de nature ne sont pas pro-brassage culturel. Ils ne se brassent pas aussi facilement que ça. C'est un État qui est attaché à son identité et qui aujourd'hui est lancé dans un conflit qui ne nous concerne pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un conflit entre occidentaux dans lequel on veut amener les États africains. Et ça va être comme la Seconde Guerre mondiale. Si nous, on ne fait pas attention, ils vont commencer leur querelle et ils vont nous impliquer. Donc, il faut certainement regarder cette situation avec beaucoup, beaucoup plus de prudence et faire attention, surtout pour le cas du Mali, à ne pas reproduire les mêmes erreurs que ce que nous avons fait il y a 10 ans avec la France. C'est-à-dire cette erreur de croire en une certaine providence venue d'ailleurs, à ce soutien infaillible, extraordinaire. Parce qu'en 2012-2013, on le disait, quand François Hollande est arrivé, tout le monde le voyait en sauveur, l'omniscient, l'extraordinaire qui va nous débarrasser du terrorisme. Et aujourd'hui, c'est la même narrative qui est donnée, en tout cas, à nos amis russes. Donc, nous, il y a cette volonté, en tout cas africaine, de toujours appartenir d'avoir une appartenance vraiment avec autrui qu'il faut neutraliser d'office. Mais est-ce que la position du Mali dans le Sahel
qui est frontalier, par exemple, avec cet État, n'est pas un atout également pour que le pays soit courtisé par les Occidentaux, notamment la Russie? Mais absolument. Le Mali a la position géopolitique et même géostratégique la meilleure au monde. Elle est extraordinaire. On est traversé par l'équateur, on est traversé par le méridien zéro. Pour les services d'intelligence et de renseignement, c'est une mine d'or. Pour le positionnement militaire en surveillance en Afrique, c'est une mine d'or. Et aussi pour ses ressources naturelles, ça reste aussi une mine d'or. Mais est-ce que le Mali en est conscient ? C'est là la grande question. Parce que si nous sommes conscients de ce que nous sommes et de ce que nous représentons, ça n'a aucun sens d'avoir une diplomatie acquisitoire, c'est-à-dire une diplomatie qui est axée sur cette volonté d'acquérir de l'aide. Nous pouvons aujourd'hui, nous avons les moyens, aussi peu que soit-il, d'avoir une diplomatie offensive, de nous imposer, de dire, écoutez, vous avez besoin de nous, et pour pouvoir satisfaire à ce besoin, voici comment ça va se passer. Donc, l'état d'esprit de dire la Russie nous a toujours aidés, la Russie va continuer à nous aider, ça n'a pas de sens. Elle ne nous aide pas, elle sert ses intérêts. Les relations internationales n'ont jamais été basées sur un cadre de je suis le plus gentil qui vient vous aider. Non, chacun est à la recherche de ses intérêts. Et aujourd'hui, il y a des choses que la Russie nous propose qui n'ont plus d'importance. Ça, bon, je vais être désolé. Parmi lesquels ? Je vais être désolé de le dire, mais nos aînés à nous ont été formés en URSS. Nous qui sommes venus, en tout cas après eux, nous ne sommes pas satisfaits des résultats qu'ils ont produits. Nous ne le sommes pas, nous le disons tout le temps. Donc, hier, quand le ministre russe dit nous allons augmenter le nombre de bourses, pour moi, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, s'ils veulent nous aider, que les moyens qu'ils mettent dans ces bourses, qu'on nous donne ces moyens-là, que nous investissons cela sur notre colline du savoir pour améliorer nos universités, pour améliorer le cadre d'apprentissage pour nos étudiants. Si aujourd'hui, il faut que nous continuions à aller nous former en URSS pour revenir chez nous, ça n'a plus beaucoup de sens qu'aujourd'hui, le Mali puisse former ses cadres, que ces cadres puissent avoir comme référentiel le référentiel malien. Parce que ce référentiel, c'est le combat des référentiels auxquels nous assistons aujourd'hui. Il y en a qui ont étudié en France, qui pensent que l'option française est la meilleure. Ceux qui ont étudié en URSS pensent que l'option russe est la meilleure. Ceux qui ont étudié aux États-Unis pensent que l'option américaine c'est la meilleure. Et donc, il y a des Maliens qui se battent pour tout, pour toute culture, pour toute approche politique, pour toute approche économique, sauf une approche malienne. Et ça, il faut que ça cesse. Pour que ça cesse, il faut que nous cessions d'aller dans ce sens. Alors, Cheikh Oumar disait tout à l'heure que l'aide en question, la Russie cherche son intérêt, elle n'aide pas. Mais est-ce que, selon vous, que peut apporter aujourd'hui le Mali à la Russie alors? En fait, vous savez, il y a un grand juriste allemand qui disait que toute jurisprudence est une jurisprudence d'intérêt. Il n'y a pas un seul aspect de la vie auquel on pourrait toucher s'il n'apporte pas quelque part ou il ne fait pas ressortir un intérêt quelconque. Et donc, à partir de là, je crois que oui, Cheikh Oumar a beaucoup bien raison quand il dit qu'effectivement, il y a des aspects sur lesquels il a des doutes. Et je crois que ces doutes, ils sont bien fondés. Mais il faudrait effectivement que le Mali apprenne à faire confiance à ses propres cadres, apprenne à faire confiance à ses propres fils, apprenne à faire confiance à ses propres produits. Là, il y a un véritable hic que le Mali n'arrive pas à franchir. Dès lors que nous n'arrivons pas à franchir ce pas, nous resterons toujours dépendants. Maintenant, ce que le Mali peut apporter effectivement à la Russie, c'est cette capacité géopolitique, géostratégique dont dispose le Mali, mais dont nous ne sommes pas conscients. Parce que vous savez, il y a ces ressources souterraines dans le Mali que le Mali encore ignore. Et vous savez, seulement en termes de ressources naturelles, l'eau, la zone de Kidal renferme une ressource en eau capable de pouvoir tenir le monde entier pendant 1 ou 2 siècles. Et d'où vient cette étude-là? Ah oui, mais justement, c'est des études géostratégiques qui ont été menées et qui prouvent qu'effectivement, Kidal a de l'eau souterraine. En dehors des ressources minières que nous avons et qui sont aujourd'hui véritablement... Prenons l'énergie solaire. Mais comment pouvez-vous imaginer que le Mali abrite le centre régional d'énergie solaire et que le Mali reste dépendant de l'énergie fossile? Donc, il y a des aspects sur lesquels nous devons absolument nous focaliser. Un,
il y a cette position géostratégique du Mali. 2, il y a les ressources naturelles du Mali. 3, il y a la capacité du Mali de pouvoir entraîner avec lui d'autres États qui pourront soutenir d'autres pays et soutenir la Russie dans son combat contre ce qu'il va appeler l'Occident et tout le reste. Et donc, ce Mali-là est vraiment une mine d'or aujourd'hui pour la Russie. Et d'ailleurs, avec l'épuisement de certaines ressources dans d'autres pays et la renaissance des ressources au niveau du Mali, je crois que nous avons la possibilité aujourd'hui de nous retrouver dans un sens où nous pouvons devenir une plaque tournante en Afrique et peut-être dans le monde. Alors, vous gardez la parole. Est-ce que également cette venue de ce rapprochement avec la Russie n'est pas le résultat des manifestations qui ont eu lieu où des manifestants demandaient l'intervention de la Russie au Mali? Bon, je crois qu'il faut également être juste par rapport à cela. C'est parce qu'effectivement, quelque part, nous avons vu la défaillance ou la faiblesse de l'intervention, bon, disons, de cette communauté internationale, que moi je vais appeler la communauté des lâches. Parce qu'ils sont lâches, ils ne sont pas venus pour se battre. Ils sont lâches, ils ne sont pas venus pour nous aider. Ils sont lâches, ils ne sont pas venus pour nous soutenir. Ils sont lâches parce qu'ils ont prouvé par ailleurs que véritablement, il y a 2 poids, 2 mesures dans les relations internationales. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, comme il l'a dit, alors tous les moyens sont bons. Lorsqu'il s'agit d'un pays africain, aucun moyen n'est nécessaire. Et donc, pour cela, nous avons vu qu'en 10 ans de présence, les résultats ont été si maigres qu'ils n'ont produit aucun effet sur la conscience et la volonté des populations africaines de vouloir garder les relations avec la France. Mais pas seulement la France, avec tous les pays qui composent aujourd'hui cette communauté internationale présente au Mali. Donc, nous avons pensé que certainement avec la Russie, puisque c'est ça le dialogue, on pense toujours que ce qu'on n'a pas est meilleur que ce qu'on a. Et à partir de là, eh bien, la pratique nous dira sur le terrain si la Russie est meilleure et sinon, qu'est-ce que nous devons faire parce que nous sommes trompés. Et là, je pense que seul l'avenir nous le dira. Alors, vous parlez de terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, les réalités sur le terrain sont propices à un changement, sachant comment la rupture s'est passée avec la France? Alors, je vous dirais que je suis partiellement du nord parce que je suis d'une zone au centre de Mopti, Tenenkou. Moi, pratiquement, comme on a dit en aparté, il y a presque 5 ou 6 ans que je ne peux pas aller dans mon village parce qu'effectivement, il y a des problèmes. Mais en tout cas, des recoupements que nous avons sur le terrain, je pense que véritablement, la peur a effectivement commencé à changer de camp. Et les interventions sont telles que, oui, les forces armées sont présentes avec les moyens qu'il faut, sauf que les résultats engrangés ne sont pas ceux auxquels on s'attendait. Parce que pour beaucoup, il y a véritablement une lutte sur le terrain. Il y a une volonté de traquer les djihadistes ou les terroristes, mais il y a beaucoup de bévues qui sont commises également parce que souvent, ce sont des gens qui ne sont ni de près ni de loin impliqués dans cette histoire, qui sont véritablement interpellés et souvent qui font l'objet de disparitions et autres. Donc là, c'est un problème. Il faut que la réalité sur le terrain nous prouve ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Cheikh Oumar Doumbia, je vous reposerai la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, les réalités du terrain sont propices à un tel changement? Déjà, c'est beaucoup trop vif. C'est beaucoup trop vif et je pense que c'est mal de penser qu'un gouvernement de transition veuille changer de la sorte la profondeur de l'identitaire international malien. Et je pense aussi que les gens sont en train d'oublier que la Russie avait l'un des contingents les plus importants au sein de la MINUSMA et que la logistique russe était la logistique la plus conséquente. Donc aujourd'hui, on est en train de faire que, comme lorsqu'on parle de communauté internationale, la Russie n'a pas son mot à dire. Comme si, lorsqu'on était à la conférence de Berlin et qu'on divisait, en tout cas, l'Afrique en morceaux, Staline n'était pas l'homme fort dans la salle. Staline était l'homme fort dans la salle. Il avait un pouvoir sur ce que l'Amérique voulait, sur ce que la France voulait, sur ce que n'importe
n'importe qui voulait. Et on est en train de penser aujourd'hui que cette Russie est différente de ses voisins. Et moi, je sais que ce n'est pas le cas. C'est la même méthode, c'est les mêmes dynamiques. Ils ont des intérêts, ils viennent chercher leurs intérêts. Et nous, on doit rester conscients de cela et penser à nos intérêts, de ne pas nous laisser... Les gens ont compris dans le monde des relations internationales que l'Afrique est dans l'émotion, elle est émotive. Donc on sait que venir visiter un État africain, surtout de la sorte, les gens sont contents et ils ne réfléchissent plus en profondeur. Ils sont déjà dans... OK, oh, ouais, ils sont venus chez nous. Ça veut dire que nos relations sont bonnes. Nous, on réfléchit comme ça. Et ça n'arrange pas nos États parce que nos États ont besoin que nous réfléchissions en toute objectivité. Et pour réfléchir en toute objectivité, il faut comprendre 2-3 choses. Première des choses, c'est un changement beaucoup trop rapide qui va forcément avoir des conséquences néfastes. Seconde chose, parlant du coût de ce changement. Ça, c'est quelque chose que personne n'évoque. On ne parle pas du coût du changement. C'est-à-dire, combien le matériel russe nous coûte ? Combien nous coûte le bleu russe? Combien nous coûtent les techniques de défense russes? Ces formateurs qui sont là auprès de l'armée malienne, combien est-ce qu'ils sont payés? Qu'est-ce que tout ça coûte à l'État malien? Et quelle est la portée à long terme? Pendant combien de générations il va falloir faire face à cela? Donc ça, c'est des questions auxquelles le dirigeant doit répondre. On ne peut pas faire la même erreur que nous avons faite, encore une fois, il y a 10 ans, prendre des mesures d'urgence qui n'ont pas d'avenir. Parce que l'opération Serval, c'était ça, c'est une mesure d'urgence qui n'a pas d'avenir. On a essayé de lui donner un avenir en transformant Serval en Barkhane. Barkhane n'a pas donné, on a essayé de transformer à Takuba. Et aujourd'hui, on est en train de prendre la même décision, d'avoir une implication rapide et urgente de la Russie. Oui, c'est une mesure d'urgence, mais est-ce que toutes les mesures d'urgence répondent aux besoins essentiels? C'est là où nous nous sommes trompés et malheureusement, moi, je vois que nous sommes en train de nous tromper là-bas encore. Là où la dynamique peut être changeante, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'implication de nos forces armées dans cette dynamique et qui fait qu'effectivement, à long terme, il est possible que nous puissions apprendre et réapprendre et surtout redevenir autonomes ou indépendants, en tout cas, dans cette logique de défense. Cheikh Oumar Doumbia a gardé la parole. Aujourd'hui, comment les autres partenaires du Mali peuvent conjuguer leurs relations, sachant la position de la Russie avec les Occidentaux, conjuguer, disons, les relations avec le Mali en ayant la Russie à côté? C'est un choix qui a ses conséquences. C'est un choix qui a ses conséquences parce que la Russie est certes un grand pays géographiquement, mais sur le plan en tout cas de l'intergouvernementalisation, le plan des relations internationales, c'est un petit pays. Parce que c'est un pays qui n'a pas beaucoup de relationnel. Un pays, comme je l'ai dit précédemment, suffisamment fermé. Donc aujourd'hui, si on va du côté de la Russie, c'est qu'on rejoint le plus petit groupe sur l'échiquier international. Et en allant vers le plus petit groupe, sachant que la Russie c'est une puissance militaire, mais ce n'est pas une puissance économique, parce qu'elle n'est pas aussi riche que ça. Donc est-ce que, en tout cas, ce soutien que nous avions l'habitude de drainer, parce que le soutien n'est pas que français, il est parfois allemand, il est suisse, il est canadien, il est européen, il est anglais. Donc aujourd'hui, si ce monde, le reste du monde, est en conflit avec la Russie et que nous nous arrangeons du côté de la Russie, est-ce que nous ne nous mettons pas forcément en conflit avec le reste du monde? C'est une potentialité. Et je pense que ça, c'est une chose qui avait été dite, auquel on n'a peut-être pas prêté attention parce que la personne qui l'a dit sur un ton menaçant et nous ne voulons pas entendre. Mais moi, je me souviens que je pense que c'est Mme Parly, lorsqu'elle était là, elle a dit que le Mali, en faisant dos à la France, va faire dos au reste du monde. Et moi, je pense que la narrative est différente. C'est-à-dire le Mali, en s'alignant à la Russie, peut se mettre à dos à beaucoup plus d'États. Donc, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que, encore une fois, nous voulons aller dans le combat en laissant tous les autres maillons de l'appareil étatique souffrir? Et si nous laissons les autres maillons de l'appareil étatique souffrir, est-ce que le conflit finira? Parce que si la pauvreté, le taux de pauvreté augmente, ça veut dire que les gens seront de plus en plus tentés vers le grand banditisme ou encore plus vers le terrorisme. Donc la réponse au terrorisme n'est pas que militaire. Donc en restant concentré sur une approche purement militaire ou sur une approche 100% défense, on crée d'autres problématiques sociales et humanitaires auxquelles il faudra répondre. Et c'est la même chose qui est arrivée au régime Moussa, c'est que militairement c'est un régime qui
savait répondre et qui a bien répondu militairement. Mais humainement, économiquement et socialement, c'est un régime qui a échoué et c'est ce qui a fait que les gens se sont rébellés contre ce régime-là. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas nos aînés parce qu'ils n'arrivent pas à faire ces analyses alors qu'eux, ils ont vécu ces situations. Donc ils doivent être en mesure de comprendre que oui, nous avons vécu ça, nous avons vu ça sous Moussa, ne faisons pas la même chose. Mais malheureusement, il y a cette nostalgie du passé qui prend toujours le dessus. Nous voulons toujours revenir vers ce Donc le Malien est rattaché au passé. Le Malien est nostalgique comme pas possible. Et c'est peut-être parce que notre histoire, nous ne l'étudions pas suffisamment en détail pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous étudions les grandes lignes, nous magnifions les hommes, nous magnifions les situations, mais la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si Modibo avait cette méthode extraordinaire qui fonctionnait avec l'Union soviétique, pourquoi est-ce que le régime Modibo a tombé? Et les gens vont faire une conclusion rapide en disant c'est la France. Moussa, c'est la France. Mais à un moment donné, c'est des Maliens qui sont sortis dans la rue. Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis? Pourquoi les Maliens n'ont pas résisté? Il faut comprendre le Malien, comprendre sa dynamique pour pouvoir adapter les nouvelles réponses. Mais si nous sommes toujours en train de dire oui, c'est un nouveau partenariat, un nouveau type de partenariat, mais c'est la même méthode ancienne, nous aurons le même résultat. Comme il est dit, un peuple qui ne connaît pas suffisamment son histoire est condamné à la répéter. Alors, cette réaction de M. Doumbia en disant tout à l'heure qu'avec la Russie, le Mali rejoint l'un des plus petits pays en relationnel. Concrètement, que pèse la Russie aux côtés des autres partenaires occidentaux? Alors, très peu. Sinon, presque rien. Parce que, vous avez vu, la Russie était grande parce qu'elle était l'Union soviétique. Elle composait au moins 15 États qui sont chacun partis de leur côté. Ensuite, c'était la communauté de Varsovie qui regroupait également tous ces pays aujourd'hui qui ont rejoint l'OTAN, ou en tout cas l'Union européenne. Et sur le plan international, la Russie n'avait pour bon allié que soit la Chine, la Corée ou l'Inde, qui sont aujourd'hui dans une dynamique en tout cas plus autonomiste que véritablement alignée sur la politique de la Russie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la Chine l'élève qui devient plus fort que le maître n'a pas de leçons à recevoir effectivement de la Russie. Sauf que véritablement sur d'autres dynamiques, la Chine et le Brésil et l'Inde tentent en tout cas de dominer leurs émotions pour en tout cas paraître beaucoup plus fiables comme amis, comme soutien de la Russie. Par ailleurs, je dis, certes, M. Doumbia a raison en disant que nous ne faisons pas ausculter notre passé pour comprendre notre avenir, mais est-ce que ce n'est pas également parce que nous n'avons pas toujours, à un certain moment, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Là également, il faut y réfléchir, parce que souvent, les grands hommes, les grands intellectuels, les grands technocrates sont délaissés au profit des politistes, des politologues, des gens qui savent beaucoup plus parler que travailler sur le plan dynamique et volonté. Par ailleurs, il y a des mécanismes qui ne fonctionnent pas au Mali, qui font qu'effectivement, même si nous voulons engranger des avantages, nous les perdons parce que la justice ne marche pas bien, parce que la corruption est là, parce qu'effectivement, la notion de patriotisme a plus ou moins disparu. Et donc, tous ces faits-là font qu'effectivement, certes, en choisissant un camp, celui de la Russie aujourd'hui, nous devons faire avec toutes les conséquences qu'il faut et s'attendre à attacher beaucoup plus la ceinture et à survivre ou à disparaître. Et donc, je pense que de deux mots, il faut choisir le moindre. Et c'est pour cette raison que le choix stratégique de la Russie, je ne peux pas dire qu'il est le meilleur, mais aujourd'hui, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Ayant été plus ou moins contraint de laisser la France et les autres partenaires européens nous quitter, nous sommes obligés de maintenir un partenaire qui semble beaucoup plus fiable dans son approche, dans son partenariat et dans son aide, en tout cas, même si nous pensons que quelque part cela sera de l'avenir pour nous dire si véritablement l'approche Russie est la meilleure ou en tout cas elle est contestable. Voilà ce que je peux dire. Alors, allez-y rapidement. Parce que
En fait, là, on n'a pas choisi la Russie. Et la Russie non plus ne nous a pas choisi. Et ce n'est pas non plus, je me dis, hein, ce n'est pas non plus... On n'a pas choisi comment la Russie, parce que les manifestants avaient fait la demande en son temps. Ce que j'explique. On avait tellement d'affiches ici lors des manifestations sur le boulevard de l'Indépendance. C'est simple. Où des manifestants réclamaient la venue de la Russie. Oui, mais c'est très simple. La réalité, c'est quoi? C'est que les autorités maliennes actuelles sont dans le même schéma que Poutine dans le début des années 2000. C'est-à-dire que Poutine a voulu faire ami-ami avec les Occidentaux, ils n'ont pas accepté, donc il s'est rébellé. Et nous aussi, lorsque nos militaires ont pris le pouvoir, ils ont voulu faire ami-ami avec les Occidentaux. Ils ont dit, nous allons respecter les accords, les engagements du Mali. Ils ont tout dit. Mais après, les Occidentaux ont dit, non, votre façon de faire ne fonctionne pas. Donc, ils se sont rébellés. Donc, nous avons aujourd'hui une alliance forcée par le fait que ces deux rebelles qui n'ont autre choix que de se mettre ensemble. Donc, c'est un choix qui a été causé par ce qu'il a dit, par l'illégalité. L'illégalité et l'illégibilité du régime actuel. C'est qu'aucun autre pays ne va accepter de faire ami-ami avec nous, sachant que nous ne sommes pas dans l'ordre constitutionnel. Mais la Russie aucun pays ne va pas être ami-ami avec nous. Aujourd'hui, on parle de Russie. Hier, c'était la France. Ouais. Que vaut un partenariat alors pour un pays comme le Mali? Que vaut un partenariat? Aujourd'hui, le partenariat n'a même pas de sens. C'est là où on n'est pas d'accord avec les gens, parce que les gens pensent, quand on dit que la Russie c'est la même chose que la France, c'est peut-être parce qu'on est pro-français ou autre, mais ce n'est pas le cas. La vérité est que si nous ne nous soignons pas à l'intérieur, quel que soit le soutien qui vient de l'extérieur, il n'aura aucun sens. Et aujourd'hui, nous voulons utiliser le soutien extérieur pour pallier à des maux intérieurs. C'est comme vouloir utiliser un habit pour soigner une maladie intestinale. Ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, que nos autorités, en tout cas, ils doivent faire face à la réalité, ils doivent gérer la situation de la justice, gérer la situation de l'éducation, gérer la situation et les réponses temporaires que nous apportent les partenaires, que ce soit la France ou la Russie, en disant nous vous donnons des bourses, nous formons vos cadres, nous faisons du transfert de compétences. Rien de cela ne fonctionnera. Ça ne fonctionnera jamais tant que nous-mêmes, à l'intérieur, nous n'avons pas fait le travail. Et la Chine, c'est l'exemple. Hein. La Chine, ils ont dit quoi? Ils ont dit, écoutez, nous, on ne veut rien de personne, on va se concentrer sur nous. L'Inde, la même chose. On ne veut rien de personne, nous allons nous concentrer sur nous. Et quand ils ont suffisamment... Non, si le Mali voudrait se concentrer sur soi, par où le gouvernement peut commencer? Très simple. La réponse par où commencer est extrêmement simple. La première des choses aujourd'hui à laquelle il faut répondre, c'est que les gens doivent pouvoir se nourrir. Et ça, on a les moyens d'y parvenir, on a le savoir nécessaire pour y parvenir. Mais on préfère des raccourcis. Aujourd'hui, la zone de Mopti jusqu'à Direy, c'est l'une des zones les plus propices pour la culture de blé. Donc, au lieu de produire du blé, on va dire non, nos amis russes vont nous apporter du blé. Moi, j'aurais dit aux Russes, écoutez, vous avez produit du blé pendant des siècles, vous avez le savoir, vous avez la machinerie, discutons de ça. Donnez-moi de la machinerie, donnez-moi des experts, je veux produire mon propre blé. Je ne veux pas de votre blé. Comme ça, le jour où on n'est pas en de bons termes, je pourrais produire mon blé. C'est la même chose que l'on fait quand on dit non, nous allons exporter de l'énergie de la Russie. Monsieur Doumbia, à vous entendre, c'est facile ces choses-là, mais pour quelle raison, Guy, si on n'a pas cette volonté, on ne le fait pas, alors à vous entendre, c'est tellement facile. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est effectivement d'abord le manque de patriotisme, le choix fait sur les autres et pas sur nous, et ensuite la dilapidation des moyens que nous avons à d'autres fins plutôt qu'aux fins de développement. Donc, si vous voyez, il faut juste créer et développer le complexe agro-industriel au Mali. Et nous allons pouvoir dominer le monde. Parce que nous avons tout. Un grand cadre du SILS me disait, il y a plus de 20 ans, que le Mali a une richesse naturelle qu'on n'exploite pas. Que le Mali a un système d'irrigation naturelle. C'est le seul pays où le fleuve se remplit, se draine et va là où on n'a pas besoin de lui. Donc, il faut développer un système d'irrigation tel que... Mais est-ce que ce genre de partenariat, ce n'est pas une recherche de savoir aussi? Peut-être que le gouvernement sait qu'on n'est pas assez prêt pour ces choses-là. La mauvaise façon. Oui. On a utilisé la mauvaise méthode. C'est une erreur qui date du régime Modibo, le transfert de compétences. Exact.
C'est que le Mali a toujours cru au transfert de compétences. Et c'est ce que les Russes viennent nous proposer. Mais si vous vous souvenez, à la veille, au lendemain des indépendances, il y a 2 pays africains qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec le transfert de compétences, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny disait que le transfert de compétences est un leurre, qu'il faut la formation de nos cadres, qu'il faut former suffisamment de cadres pour pouvoir s'en sortir. Et ces 2 pays aujourd'hui s'en sortent grâce à cela. En tout cas, Mieux que nous. Grâce à la formation de cadres. Et nous, on a été toujours de ces pays qui veulent croire que les gens vont venir nous livrer des choses qui vont faire notre affaire et non l'affaire de ces gens-là. Et après, quand ils nous livrent les choses, ça ne fait pas notre affaire, on s'attaque à eux. Il est temps de comprendre. Nous n'avons pas d'amis, nous avons des intérêts. Non, De Gaulle l'a dit à tout le monde. De Gaulle l'a dit, il a dit un État. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et nous devons penser à nos intérêts. Donc aujourd'hui, l'argent qu'on met, suppose l'argent que l'on donne à la Russie pour acheter son blé, les coûts de transport pour amener ce blé-là, si on investit ça dans nos régions du centre et du nord, on aurait moins de problèmes. Alors, à quoi faut-il faire attention donc avec ce partenariat russe? On peut avoir peur de quoi? Est-ce que c'est une perte pour le Mali? Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une perte parce qu'on n'a pas encore suffisamment expérimenté l'approche coopération Mali-Russie sur le terrain. Mais il faut rester vigilant, comme M. Doumbia l'a dit. Il faut rester vigilant, surtout apprendre du passé et capitaliser les erreurs et sortir de notre léthargie et de notre façon de penser pour dire que oui, tout doit nous être apporté sur un plateau d'argent ou d'or. Et nous devons absolument, 1, cultiver notre patriotisme, 2, cultiver l'amour, n'est-ce pas, de soi, enlever de nos têtes cette nécessité de s'enrichir coûte que coûte, vaille que vaille, et tout faire pour le profit et les intérêts du pays et du peuple malien. Et dans ce seul sens, nous pouvons vraiment nous en sortir. Est-ce que tout ça, un gouvernement de transition peut le faire? Absolument pas. C'est pourquoi le gouvernement de transition n'aurait pas dû s'engager sur ces questions-là. Moi, depuis le départ, je dis, il faut faire énormément attention à mettre sur la tête de ce gouvernement de transition des choses qui ne relèvent pas de ses compétences. Et c'est ce qui se fait. Le gouvernement de transition aujourd'hui est sur tellement de fronts qu'on a l'impression que ce n'est plus un gouvernement de transition. Et c'est ce qui fait que ce gouvernement de transition aura toujours la prétention d'avoir besoin de plus de temps parce qu'ils se sont lancés sur 10 000 choses qui ne relevaient pas de leurs compétences. Et aujourd'hui, on veut qu'ils parviennent à faire ça. Ça ne va pas marcher. Et ça, c'est aussi un de leurs qui existe. C'est que les gens sont en train de penser que le Mali manque d'hommes. Le Mali manque de ressources humaines, en se disant que oui, Assimi Goïta est bien, mais si Assimi Goïta quitte aujourd'hui et que quelqu'un d'autre vient, on ne peut pas avoir de meilleurs résultats avec quelqu'un d'autre. Donc c'est de réduire en tout cas toutes les compétences maliennes à néant au profit d'un homme ou d'un seul homme. Et c'est ce que les gens ont toujours fait. Au début de l'ère Ibeka, c'était pareil, c'est dire non, Ibeka te motsiga nyanabo. C'est toujours cette pensée, cette façon de faire, cette façon de penser qu'on diffuse, qu'on divulgue, qu'on enseigne, et on se demande pourquoi on a toujours les mêmes résultats. Donc il faut changer cela. Comme il a dit, le Mali a d'énormes capacités humaines, des technocrates extraordinaires. Il faut que ces technocrates soient mis à contribution. Et cette transition, c'est ce que moi j'aurais voulu, que ça ne soit pas une transition politisée, qu'on mette en place un collège d'experts qui aurait conduit la nation et régularisé les systèmes, régulariser les politiques publiques pendant ce temps. Mais malheureusement, on en a fait une transition politique, beaucoup plus, mieux que ça encore, c'est devenu une transition internationale, une transition qui est beaucoup plus sur des questions avec la CEDEAO, avec la France, avec la Russie, avec l'Union africaine, qu'une transition qui réfléchit et travaille à comment nous conduire à l'intérieur. Elle est absente à l'intérieur du Mali. Si vous écoutez là, tout ce qu'on dit, c'est que... elle est absente à l'intérieur, mais très visible à l'extérieur. Absolument. C'est une transition qui est beaucoup plus connectée au monde en dehors qu'ici. Et ici, quand on pose la question, on dit non, on a acheté des armes. Il y a des progrès sur le plan sécuritaire. Il y a des progrès sur le plan sécuritaire. Mais est-ce que l'État sait que ça? Est-ce qu'on peut... Et il y a un général américain qui le disait, on dit que partout où il y a la faim, on ne saurait parler de sécurité. Oui, absolument. Partout où les gens ont faim, la sécurité est en leur. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose auquel il faut répondre à
capacité première de l'État, c'est d'apporter cette sûreté humaine aux Maliens. Et une fois que les gens sont en état de sûreté, vous pensez que quelqu'un va se lever, prendre les armes contre nous et qu'on ne va pas se battre? Mais aujourd'hui, quand vous demandez à un Malien d'aller mourir pour le Mali, il va dire, tiens, est-ce que le Mali même a fait pour moi? Donc, on devait travailler à l'intérieur. Et moi, j'aurais été beaucoup plus satisfait de ça. Mais aujourd'hui, et les Maliens et les autorités pensent que c'est autrement. Donc, voilà. Travailler à l'intérieur, que la transition, on devait laisser cette tâche-là à un gouvernement beaucoup plus légitime. Mais la situation, elle est déjà là. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de rectifier ce tir-là? En fait, je crois que M. Doumbia l'a dit. Quand les ressources humaines sont présentes, il faut véritablement les impliquer. Et dès lors, chacun viendra avec sa contribution. Vous savez, le Rwanda n'a pas été bâti après le génocide sud-sudanien. C'est parce que justement des efforts ont été faits en impliquant tous, comme de l'intérieur, comme de la diaspora, en mettant chacun sur son domaine, en lui demandant de réfléchir et de sortir quelque chose de concret. Et c'est sur cette base que nous allons pouvoir nous en sortir. Mais alors, si on se base, par exemple, sur l'expérience russe en Centrafrique, oui, est-ce que le Mali pourra s'en sortir? Je pense que la Russie n'a pas encore fait ses preuves véritablement comme on le souhaite en Centrafrique. Non, si c'est ça la Russie, ce n'est pas ce à quoi on s'attend chez nous. On veut mieux. Et je pense que cette position ne saura véritablement... si l'expérience centrafricaine est l'expérience russe, la Russie sera ternie en Afrique. Et je pense que ce n'est pas ce qu'elle veut et ce n'est pas non plus ce que nous voulons. Merci beaucoup, Mamadou Guissé. C'est sur vos mots que prend fin cette émission du Grand Dialogue qui réfléchissait sur quelle analyse de l'évolution de la coopération Mali-Russe. Je sais que nos invités ont été quand même d'accord qu'un transfert de compétences vaut mieux qu'un partenariat. Grand merci à vous, Mamadou Guissé, professeur à l'Université de Bamako, Cheikh Oumar Doumbia, politologue. À la régie son et vidéo, il y avait Nouhoum Djiri et Adjaratou Traoré. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois.